Alors, venons-en au crime des crimes, qui restera pendant des siècles dans les annales de l'histoire du Sénégal. Ils auront beau payer beaucoup de gens pour étouffer ce scandale. Ils auront tout faire pour faire en sorte qu'on ne parle pas du livre Le Protocole de l'Élysée, qui s'est bien vendu au Sénégal et à l'étranger, je peux vous le dire. Et qui a été salué positivement par beaucoup d'observateurs objectifs et indépendants. Des gens que je ne connaissais même pas, qui cherchent mon numéro, qui lancent des témoignages. Je les remercie au passage. D'inconnus, de hauts responsables ou d'anciens hauts responsables d'ici ou d'ailleurs, dans la sous-région, qui cherchent mes contacts et qui me parlent. Parce que ce livre et son titre qui dit que la France-Afrique permet à des puissances étrangères, dont particulièrement la France, d'avoir accès libre à nos ressources, dans ces conditions, heurte tous les Sénégalais et tous les Africains dignes de ce nom. L'affaire commence moins 2 mois après la prise de fonction de Macky Sall. Moins 2 mois, vous vous rendez compte. 1 mois. Macky, la gestion sobre et vertueuse. Macky, la transparence. Macky, l'OFNAC. Macky, la CREI. 1 mois après sa prise de fonction, le 2 mai 2012, il reçoit par l'intermédiaire de Aly Ngouille Ndiaye une lettre de plainte de la société Tullow Oil qui dit que depuis 3 ans, je cours derrière les permis de Saint-Louis Offshore Profond, de Kayar Offshore Profond, en plus de Saint-Louis Shallow Offshore plutôt, Saint-Louis Offshore tout court, que j'avais. Ils avaient déjà Saint-Louis Offshore et ils voulaient le profond, c'est-à-dire celui qui est un peu plus éloigné des côtes, et le Kayar Offshore. Et ils disent, nous allons voir la lettre tout à l'heure, ils disent que c'est à cause des malversations que voulaient les 2 prédécesseurs, les 2 ministres, que ces négociations n'ont pas pu aboutir. Depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis 2009. Et ils ont cité nommément les 2 prédécesseurs. Donc Samuel Sarr, qui vient de gagner une centrale solaire avec Africa Energy, dont il est l'un des actionnaires, de 300 mégas, mesdames, messieurs, 300 mégas. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on reprend les mêmes et on recommence. Et on veut qu'on ait des résultats différents. Ce n'est pas possible. Ce que dit Tullow Oil, qui est une entreprise relativement sérieuse, qui avait découvert du pétrole, du gaz en Mauritanie, du gaz et du pétrole au Ghana, en Mozambique, etc. Donc c'est une entreprise assez sérieuse, comme Cosmos, plus sérieuse, plus peut-être compétente que Cosmos, qui, quand je dis sérieuse, c'est capacité technique et financière. Hein. Je ne présume pas des pratiques de leurs dirigeants ou autres. Donc c'est une entreprise qui a les capacités techniques et financières, pour parler plus précis. La lettre porte des accusations graves contre les 2 prédécesseurs de... J'aurais bien aimé avoir un micro-casque là. Mais, allons-y. Qu'est-ce que dit la lettre en gros? Si vous avez le temps, ou un micro-baladeur, non? Oui. Merci. Si vous avez le temps de voir, ils disent que ce n'est pas lisible trop. Ils disent bien que M. Samuel Sarr et M. Kevin Scott, en collaboration avec la compagnie, avec la compagnie de pétrole, la proposition de Tullow Oil consistait à obtenir 3 licences. Kayar Offshore Profond, Saint-Louis Offshore Profond, en plus de Saint-Louis Offshore déjà. Ils disent que ces négociations se sont heurtées à beaucoup de difficultés.
liées aux manifestations proposées par ces deux ministres. Mais le plus important, ils disent des choses. On n'a même pas besoin du rapport de l'inspection générale d'État pour savoir que ce que je vais dire. Ils disent le 19 janvier 2019, et ils donnent copie du mail. Ils disent qu'ils étaient en train de négocier avec le directeur de Petrosen, qui le réclamait 3,5 millions pour le bloc. Ils avaient déjà, mais sur lequel ils n'avaient pas payé les loyers. Et ensuite, ils disent, en mars, la deuxième preuve que nous étions toujours en négociation avec Petrosen sur les blocs de Saint-Louis profond et de Kayar offshore profond, au mois de février 2012, l'un de vos collaborateurs, M. Tem, directeur général des hydrocarbures, et Mme Touré, du même département, ont participé à la réunion de négociation ainsi que avec la délégation de Claude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au mois de février 2012, les négociations sur Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond étaient en train d'être réalisées. Donc, les négociations sur Saint-Louis offshore et Kayar offshore étaient en train d'être réalisées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de février, les permis qui ont été donnés à Petrotim n'avaient pas encore été donnés. On n'avait pas besoin du rapport de l'inspection générale d'État pour savoir que les deux permis de Petrotim étaient antidatés, puisqu'ils faisaient déjà l'objet de négociations, comme le dit cette lettre, au mois de février. Alors que ces deux permis ont été datés en janvier, le 17 janvier. Et ce que voyant, on a ici les preuves de ce que Macky Sall, je le répète et je continue, ce que Macky Sall, Ali Ngouille Ndiaye, Karim Wade, Abdoulaye Wade sont au cœur de l'affaire Timis, qu'ils en sont principalement responsables et qu'ils ont fait perdre des milliers de milliards au Sénégal. Donc, la lettre plainte de Tullow Oil du 2 mai, elle présume, elle renferme déjà les conclusions de l'IGE. À savoir qu'en mars 2012 et en février, entre les deux tours, comme on l'a lu dans la lettre, entre les deux tours de la présidentielle, les blocs Rufisque Offshore et Kayar Offshore faisaient l'objet de négociations avec Tullow. Donc les contrats irrelatifs conférés à Petrotim signés le 17 janvier ont été antidatés sciemment. Qui les a antidatés sciemment? C'est au niveau du ministère de l'énergie. D'ailleurs, un crime n'étant jamais parfait, comme je l'ai dit dans le livre, Petrotim, qui signe le 17 janvier, a été créée le 19 janvier. Créée le 19 janvier, elle signe le 17 janvier. Donc, ce que aussi dit cette lettre de Tullow Oil, c'est qu'il n'y a pas pu y avoir de négociation avec Petrotim, ni évaluation de ses offres, ni demande d'avis du ministre des Finances, puisque ça a été signé au mois de mars, le contrat antidaté, entre les deux tours, rapidement. Donc, Petrosen n'a pas pu faire participer aux offres, puisque Petrosen était en train, au même moment, de négocier avec Tullow Oil. Petrosen n'a encore moins pu envoyer une demande d'avis où le ministre de l'Énergie au ministère de l'Économie et des Finances. Et Ali Ngouille Ndiaye, en recevant la plainte de Tullow Oil, tire de lui-même toutes ces conclusions-là. Et c'est pourquoi il se fait enquêteur. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu après ministre de l'Intérieur. Mais à l'époque, il était ministre de l'Énergie. Il se fait enquêteur, il envoie coup sur coup
une information au président de la République pour l'informer de la gravité de la situation et surtout compte tenu du fait qu'à l'époque, la CREI était en train de cibler 2 des personnes. Vous vous souvenez la liste des 27 personnes? Il y avait Karim Wade et Samuel Sarr. Donc il croit trouver un gros morceau contre ces personnes. Et tout de suite, il informe le président de la République qui saisit l'inspection générale d'État. Wow, c'est pas, j'ai pas double-cliqué, hein. Oh, je suis allé vite cette fois. Donc, voilà notre émission. Datée du 30 mai. Et une chose qui vous est curieuse, vraiment, on aurait aimé que beaucoup de Sénégalais fassent des travaux, un travail d'investigation sur cette question. Si vous êtes curieux, vous voyez bien qu'il y avait un ordre d'émission en date du 15 mai. Il dit le présent ordre d'émission remplace notre émission numéro 9 en date du 13 mai. Signez pas. Vous voyez celui qui signe là. Quand j'aurai démissionné, c'est le premier qui aura fait une grande émission pour essayer de m'attaquer. Et j'ai dit dans le livre, quels sont ses intérêts, quelles sont les compagnies qui défendent. Si vous êtes curieux, allez dans le livre voir. Non, non. On va accélérer un peu, hein. Donc Ali Ngouille Ndiaye fait 3 choses, ou 4. 3 choses. Il saisit le président de la République pour l'informer de la situation, et le président de la République, dès le 15 mai, déclenche l'inspection générale d'État. Bon, le premier ordre de mission est changé et est parti le 30 mai, mais en réalité, ils étaient déjà sur les braises ardentes. Et lui-même, Ali Ngouille Ndiaye, saisit le secrétaire général du gouvernement le 8 mai 2012, au fin de vérifier la matérialité, je cite, la matérialité et les références des décrets d'approbation des 2 contrats. Parce que si les contrats, la loi prescrit que les contrats, une fois signés, approuvés par le président de la République, au bas de la dernière page du contrat, doivent être approuvés par décret. Or, lui, il veut vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de décret. Vous savez, s'il y avait un décret, ces services auraient, le ministère de l'Énergie aurait les décrets entre les mains. Comme il ne l'a pas, mais il veut s'assurer, il écrit au secrétaire général du gouvernement. Et il fait de même. Il sait très bien que s'il y avait un avis du ministre de l'Économie et des Finances, ce serait le ministère de l'Énergie qui aurait demandé l'avis. Il sait très bien que le ministre de l'Énergie n'a pas demandé d'avis. Mais il écrit quand même au ministre de l'Économie pour lui dire « Est-ce que par hasard vous auriez donné votre avis ?» Le ministre de l'Économie et des Finances répond par une lettre en date du 16 mai pour lui dire que non, notre avis n'a pas été demandé sur la question. Donc ça clôt ici. Pour lui, Ali Ngouille Ndiaye, ça clôt le débat. Ces permis sont illégaux. Il le sait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait un revirement. Pourquoi il fait un revirement? Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il a eu à rencontrer un certain Aliou Sall. Entre le 8 mai et le 17 mai, date où Aliou Sall lui écrit, ils se sont rencontrés, ils ont causé. Et ce qui dit qu'ils se sont rencontrés, ils ont causé, c'est le terme même de la lettre d'Aliou Sall, qui dit « Je vous envoie le dossier requis, complémentaire, requis par vos soins. » Ça veut dire qu'ils sont assis, ils ont dit « Ton dossier là, non, quoi. Mais après que le contrat ait été signé. C'est des dossiers qui auraient dû être préalables et partie intégrante avant la signature du contrat. Il dit non, ton dossier là, je vais envoyer mon mortaliko.
qu'aucune évaluation n'a pas été faite, que Timis n'a pas les capacités techniques et financières, que Timis a été accusée indirectement par Tullow Oil d'avoir réussi là où elle n'a pas réussi parce qu'elle a cédé aux malversations. Une brochure de présentation de Timis Corporation, actionnaire leader, notez bien ça, actionnaire leader et non la maison mère, car Timis Corp ne possède que 10%. On ne peut pas être maison mère quand on n'a que 10%. On est actionnaire leader et eux-mêmes ils le disent. Mais surtout, ce qui est plus grave, ils disent les fiches de demande de renseignement, les fiches de permis, de demande de permis renseignées. C'est-à-dire que c'est après qu'on a octroyé le permis de Saint-Louis Offshore et de Kayar Offshore que les fiches de demande pour ces mêmes permis sont renseignées. Le 15, et la loi est très claire, hein? Tout ça c'est totalement illégal, c'est du faux. C'est du rafistolage pour essayer de rendre illégal ce qui est totalement illégal. 1 mois et demi après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. 1 mois et demi. Le 15 juin, le 5 et 11 juin, Ali Ngouille Ndiaye signe des rapports de présentation pour approuver les 2 CRPP. Et ce qui est curieux dans ces rapports et qui montre la volonté manifeste, mais la volonté totale de flouer le Sénégal et les Sénégalais, c'est que cette fois-ci, au lieu de faire intervenir Timis Corporation, dont ils ont dit au moment de la signature du contrat que c'était l'actionnaire leader, ils vont faire venir une société PetroAsia. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait cette opération qui a l'air banale? En aucun moment, dans aucun dossier, il y a PetroAsia. Puis soudain, au moment des décrets de présentation, il y a PetroAsia. Parce qu'à l'époque, il y avait la chasse à la criée là, à toutes sortes de... Tout le monde était vigilant. Et je suis sûr que dans le gouvernement, parmi les gens qui étaient au conseil, qui devaient signer, ils avaient vérifié peut-être, ils avaient peur que les gens vérifient peut-être par Internet, tapent Timis Corporation et voient que Timis, décidément, il est mêlé à trop de choses en Afrique, que son nom est sulfureux. Donc, ils ont écarté Timis Corporation provisoirement pour créer une PetroAsia le 6 mars, lui faire signer pour mettre son nom dans PetroAsia n'existe pas, n'a aucune compétence. Hein. Pour faire signer les 2 décrets de présentation, et après, plus tard, PetroAsia va disparaître comme on le verra. Le plus grave, c'est que, mesdames, messieurs, les gens disent le président a oublié le rapport de l'IGE, il ne l'a pas reçu. Il ne pouvait pas le recevoir. Il ne voudra jamais le recevoir. Parce qu'il a posé tellement d'actes graves dans cette affaire qu'il vaut mieux brûler le rapport de l'IGE que de le recevoir. L'autre acte grave, c'est qu'en 2012, 5 juin, on a signé les décrets d'approbation. Mais dans le contrat qui était déjà signé, qu'il ne pouvait pas modifier, il y avait une période initiale de recherche de 2 ans. Mesdames, Messieurs les journalistes, je sais que c'est long, mais je sais que beaucoup n'ont pas lu le livre. Et je veux insister sur cette séquence qui est fondamentale pour que vous compreniez. Et pour que plus jamais les gens ne vous entraînent dans des histoires de « oui, c'est un aigri, de fatangol, de et voilà les faits. » Qu'ils apportent d'autres faits, qu'ils vous présentent d'autres faits, ou qu'ils vous disent que c'est des faits que j'ai inventés. Mais ces faits-là, tels qu'ils se passent, vous interpellent plus peut-être que ce qu'ils m'interpellent, pour le rôle que vous pouvez jouer. Pour le rôle que vous pouvez jouer à éclairer la conscience des Sénégalais, parce que, encore une fois, dans l'histoire du Sénégal, maintenant et peut-être d'ici 200 ans, il n'y aura jamais une corruption aussi grave.
13 août 2013, un an après, ils prennent deux autres décrets pour chacun des blocs, Saint-Louis offshore et Kayar offshore. Pourquoi faire? Parce que dans le contrat signé, la période initiale, c'est-à-dire la période durant laquelle Timis devrait faire des sismiques 3D et faire éventuellement un puits de forage, cette période était de 2 ans. Or, Timis, comme l'ont dit tous les agents de Petrosen qui ont été dûment interrogés par l'inspection générale d'État, qui ont signé des rapports d'audition, Timis n'a aucune intention de faire des forages. Ils ont l'intention de spéculer. Il n'a ni les moyens, je dis ici Timis, mais Petrotim, c'est Petrotim. Petrotim n'a ni les moyens techniques, ni les capacités financières de faire ce travail. Elle a acquis ses permis pour pouvoir les revendre et spéculer. Or, 2 ans, c'est court. Puisque 2 ans, c'est court, 1 an s'est déjà écoulé, il reste 1 an, il leur faut prolonger cette période initiale. Et c'est Macky Sall à nouveau et Aly Ngouille Ndiaye à nouveau qui viennent à la rescousse, non pas du Sénégal, non pas des intérêts du Sénégal, mais de Timis et de Petrotim. En faisant quoi? En prolongeant la période initiale, sans raison valable. C'est-à-dire que si même ces gens avaient engagé les travaux, avaient commencé des dépenses, mais qu'il leur restait peu de temps pour terminer, on peut dire, non, puisqu'ils ont commencé, ils ont déjà investi, il y a des choses intéressantes, ils ne peuvent pas terminer en 1 an, on leur prolonge encore d'1 année. On évalue objectivement la période qui leur reste, on leur permet de terminer. Mais ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Et Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye le prolonge sans raison valable. Pourquoi? Ndax mag dina fecc yàlla naa dee. En 2014, quand arrive Cosmos, s'il n'avait pas prolongé ça, Timis était dehors, Petrotim était dehors, et l'État du Sénégal négocie directement avec Cosmos. Je répète, en 2014, pour dire le mensonge d'État qu'on tisse sur cette affaire et que répètent des mercenaires payés pour brouiller les Sénégalais et faire croire que nous sommes contre l'intérêt du Sénégal, alors que ceux qui sont contre l'intérêt du Sénégal, qui ont déjà vendu le Sénégal, sont là et ont signé leur acte. Quand Cosmos venait, en août 2014, souvenez-vous, la période initiale de Timis, de Petrotim, s'achevait en janvier 2014, 17 janvier 2014, puisque les décrets, ou si vous voulez, si on se base sur les décrets, en juin 2014, puisque les décrets datent de juin 2012, ou si on se réfère au permis, à la date de signature des contrats, ce serait janvier 2014, puisque les permis ont été signés en janvier 2012. En tous les cas, en août 2014, quand Cosmos arrive, Timis n'aurait jamais dû être là. Et Timis n'a rien fait. Petrotim, jusqu'ici c'est Petrotim. Cosmos débarque, qui s'intéresse au bloc de Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Mais, parce qu'il y a un gros mais, Cosmos sait qu'il ne peut pas discuter avec Petrotim parce que la loi américaine est très, très pointilleuse. D'ailleurs, il y a une plainte qui se poursuit aux États-Unis. Si vous regardez sur le site de Cosmos, ils disent qu'on a une plainte en cours sur les affaires de Saint-Louis offshore profond et de Kayar offshore profond. La justice est là-dessus. S'ils avaient signé avec Petrotim, il n'y aurait même pas besoin d'enquête trop élevée. La justice leur aurait dit, vous savez très bien que cette entité-là n'est pas une entité sérieuse, qui est née le 19 janvier et qui signe un contrat le 17 janvier. Fofu lan la mëna amé
mais mun na am Sénégal Sénégal la mën a amee. Donc Cosmos qui ont des juristes, ils disent nous on ne peut pas signer avec Petro-Tim, il faut trouver une formule. C'est là où revient non pas Petro-Asia qui est sur les rapports de présentation de décret, mais c'est là où revient Timis Corporation. Et j'accélère un peu à nouveau. À nouveau, ils disent qu'eux, ils ne veulent pas signer avec... ils savent que les permis de Petro-Tim sont nuls. Ils ne veulent pas signer avec Petro-Tim. Créer le 19 janvier, qui signe le 17 janvier, quand tu fais un minimum de due diligence, tu sais que ce n'est pas possible. Donc, pour sortir de cette quadrature de cercle, un tour de passe-passe est opéré. Petro-Tim cède l'intégralité de ses parts à son actionnaire leader, comme on dit, qui redevient miraculeusement Timis Corporation. Timis Corporation cède 60% de ses droits à Cosmos contre des obligations de travaux de plusieurs centaines de millions de dollars. Pour justifier cette opération, encore une fois, Aliou Sall, qui n'est pas très futé dans le domaine du pétrole, comme on l'a montré, parce que quand vous dites « je vous donne des fiches de demande de renseignements après », ça, il ne faut pas être très malin pour le faire. Il revient, il écrit, et il signe que Petro-Tim et Timis n'avaient pas les compétences et ne devraient pas pouvoir jouir de ce permis. Il dit dans cette lettre-là que du 6 juin 2014 que Timis Corporation a les capacités techniques et financières de réaliser les travaux. Cette opération-là, on l'a fait, on vend de Petro-Tim à Timis parce que Timis a les capacités et bientôt Timis va engager les travaux, mais tout en sachant qu'en réalité, c'est Cosmos qui va le faire. Donc, l'entrée en vigueur de Timis Corporation a pour unique but de pouvoir vendre à Cosmos. Alors, vous avez beaucoup entendu, mesdames, messieurs, des fausses allégations que je démontre dans le livre, mais comme les gens ne veulent pas lire et veulent se répandre dans la presse ou dans les réseaux sociaux en continuant à répéter les mêmes contre-vérités, il est bien important de faire le point sur certaines contre-vérités. J'entends un avocat de Timis et certains, même au niveau de l'Assemblée nationale, certains ministres, un de vos anciens collègues, passés ministres, qui dit que sans Timis, sans Petro-Tim, on n'aurait pas trouvé de pétrole. C'est totalement faux. Absolument faux. Le rapport de l'IGE dit d'ailleurs que Petro-Tim, et c'est ça qui s'est avéré, est un spéculateur. Les découvertes de Saint-Louis offshore et profond et Kayar offshore profond sont réalisées en 2016 et ont été réalisées intégralement. Tout a été intégralement, les travaux, les sismiques, les analyses, tout a été fait par Cosmos. Timis n'y a participé pour rien. Mais en plus, si Timis n'avait pas pris la place de Tullow Oil, ce que a fait Cosmos en 2016, Tullow Oil a commencé à le faire dès 2012. Et on aurait découvert le gaz en 2014 peut-être. Et peut-être qu'aujourd'hui, on serait en train d'exploiter le gaz et de le vendre. Donc, au contraire, mesdames, messieurs, si quelqu'un vient sur votre plateau dire que sans Petro-Tim, on n'aurait rien trouvé, dites-lui que c'est Petro-Tim qui nous a fait perdre du temps. Parce que Tullow a découvert du pétrole en Mozambique, au Kenya, au Ghana, en Mauritanie, et aussi capable, sinon plus que Cosmos, et était prête à engager les travaux dès 2012. Si on leur avait donné, peut-être qu'en 2014, on aurait déjà découvert. Et aujourd'hui, 6 ans après, peut-être qu'on aurait commencé à exploiter de nos gaz. Voilà la vérité. Timis nous a coûté. Ensuite, moi-même, j'ai fait des constats sur le fait que Timis n'a engagé aucun sou, dara, drum, pikini, comme disent les autres, les anglophones. Dara, rien. Et j'ai
Non seulement, mais il participait à aucun travail technique. Sur cette base-là, j'ai saisi le président de la République pour lui dire qu'il faut qu'on retire les 30% que Timis possède encore parce qu'il ne les mérite pas, parce que de ce que je vois moi, le profane. Donc eux, les spécialistes, ils auraient dû le voir bien avant moi, puisque moi je suis un profane d'après eux. Ce que je vois moi, c'est que Timis n'a participé à rien, n'a pas les moyens techniques, n'a pas les moyens financiers. Et pour quelle raison on leur... Mais à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait de rapport d'IGE et autres. Deuxième chose, parmi les éléments nouveaux que le livre décline, c'est que l'affaire Timis est beaucoup plus complexe que l'opinion ne se l'imagine. Et c'est là où les gens parlent de secret d'État, etc. Parce qu'on voit bien quels sont les véritables acteurs derrière cette affaire-là. Arrivé un moment, Cosmos ne voulait plus de Timis. L'État du Sénégal ne voulait plus de Timis. Personne ne voulait plus de Timis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans ces conditions, essayer de faire sortir Timis. Mais Timis, qui attendait le moment de vendre au bon prix, on a découvert beaucoup de gaz. Son affaire est extrêmement juteuse, c'est 30%, commence à spéculer. BP Cosmos veulent le faire sortir, lui font une offre. 0,4%, 100 millions de dollars cash pour partir et 0,4% de royalties. C'est-à-dire, chaque jour, sur la production de gaz de Saint-Louis Offshore et de Kayar Offshore, on proposait à l'époque à Timis de prendre 0,4% pour quelqu'un qui n'a rien apporté au Sénégal. Timis n'est pas d'accord avec cette proposition, malgré qu'elle est absolument ahurissante. Mais un spéculateur n'est pas un spéculateur pour s'arrêter au moment de réaliser son deal. Et de dire oui, il refuse. Et il commence à manœuvrer. Et j'explique dans le livre comment le Premier ministre a pris les affaires en main pour aider Timis. Comment le président de la République lui-même est intervenu pour aider Timis. Et comment, à coup de manœuvre, en faisant venir d'autres sociétés comme Exxon, ou en menaçant de faire venir d'autres sociétés comme Gazprom pour acheter les 30% qui restent de Timis, alors que BP et Cosmos ne veulent pas se retrouver avec Exxon ou avec Gazprom, mais se retrouver entre elles seules, entre BP et Cosmos, et étaient prêts à payer. Comment la culbute financière, comme on dit trivialement dans le milieu des affaires, est passée à 350 millions de dollars. Vous vous souviendrez, quand on disait que Timis est parti, le président qui aime bien dire que Momo def le code de la transparence, Momo l'ITE, publier ce que vous payez, tout ce que les gens payent est publié dans la rue. Au moment où Timis partait en mai 2012, ils ne vous ont jamais dit que Timis est parti d'abord avec 250 millions de dollars cash, puis 50 millions de dollars pour tout puits d'exploration qui est foré avec succès dans un des deux blocs Saint-Louis Offshore Profond et Kayar Offshore Profond à concurrence de 2 puits au maximum. Conditions qui ont été satisfaites depuis. J'y reviendrai. Des royalties qui ont été illégalement mis dans un accord, soi-disant secret, et c'est là où le président dit parfois, oui, c'était un accord entre 2 compagnies, ça peut être secret. Totalement faux. Parce que quand on envoie ce document à l'approbation du ministre le 20 avril, et au DG, le ministre c'était moi à l'époque, et au DG de Petrosen, c'est pour que, éventuellement, l'État puisse acheter aux mêmes conditions que BP veut acheter, que BP et Cosmos veulent acheter, ce qu'on appelle le droit de préemption. Et pour exercer une préemption, l'État a exactement
le droit de savoir exactement quelles sont les conditions de vente de Timis à BP et Cosmos. Donc ça ne peut pas être secret. Le ministre doit approuver cette transaction. Comment peut-on approuver une transaction dont une partie est secrète et demain, s'il y a un litige devant les tribunaux, votre responsabilité est engagée sur une partie qui comporte des clauses qui peuvent vous emporter totalement faux. Mais ils l'ont fait exprès pour tenir non informé le ministre que j'étais et qui montrait des velléités et les autres responsables. Donc, moi je reçois ça le 20 avril 2017. Suivez bien cette séquence parce que c'est la séquence qui mène à la démission. Et tous ceux qui disent que je n'ai pas démissionné et qui essaient de spéculer autour de la démission veulent éviter de poser le vrai débat. Le 24 avril, lundi 24 avril, j'ai démissionné le 2 mai. Le lundi 24 avril 2017, je rencontre le président de la République à ma demande dans son bureau. On reste 4 heures ensemble. Je lui avais fait une lettre et je réitère donc au président mes griefs à l'endroit de Petro-Tim et de Timis en disant qu'on doit reprendre les 30%. Imaginez 30% de ces ressources-là. Qu'est-ce que ça aurait pu faire pour les gens qui vont à la mer, pour tous les enfants qui meurent dans la rue, pour ceux qui n'ont pas. Je dis, il faut reprendre ces 30%. Mes arguments comme quoi Timis n'est pas compétent, etc., il ne les a jamais remis en cause. Et face à mon intransigeance et à l'incapacité qu'il avait de me convaincre, il fait venir le Premier ministre. On était 19h, 20h. On est resté jusqu'à minuit. J'avais ma lettre de démission. J'estime que ce n'est pas sûr de démissionner à minuit et de rentrer. Peut-être que j'arriverai ailleurs que chez moi. À Barça. Vous voyez que je ferai un voyage sans retour à Barça. Donc, on convient de se voir le lendemain. C'est au cours de cette conversation que ceux qui disent que oui, on m'a dit ceci, cela, c'est là où j'ai dit, moi je ne suis pas un bouton. Je ne signe pas n'importe quoi contre la République du Sénégal. Et c'est là où il y a la fameuse expression double bouton. Le 24 avril 2017. Ce n'était pas le 2 mai, le jour de la démission. Alors, il se trouve que, comme on est dans une république à double tête, pas double bouton, mais à double tête, un exécutif bicéphale, dont l'un a un foulard. Merci. Bon. Il se trouve que le mardi, j'essaie en vain de rencontrer le président parce qu'on avait convenu, depuis qu'un certain ministre avait démissionné, déposé sa lettre au secrétariat général du gouvernement et est parti, on avait convenu qu'en gentleman, on ne va jamais déposer sa lettre de démission comme ça, sans rencontrer le président et lui dire ce qu'on pense et discuter. Donc le mardi, on devait continuer la discussion, j'essaie en vain, mais c'est la première dame qui m'appelle. Et je dis dans le livre qui était à côté de la première dame au moment où il m'appelait. Et qu'est-ce qu'elle dit exactement par rapport à ma démission? Celui qui était présent, c'est un directeur général que je nomme par son nom et prénom. Bon, comme on est devant les caméras et autres, je ne dis rien. Mais si vous ouvrez la page du livre, vous trouvez son nom. Il n'a jamais nié jusqu'ici. Je ne pense pas qu'il niera. C'est un des garçons dont je pense qu'il a quand même l'éthique et l'honneur. C'est pourquoi j'ai donné son nom. Mais on m'invite à déjeuner le lendemain, mercredi 26 avril. Pour ceux qui disent que je n'ai pas démissionné et que les choses ne sont pas passées. Moustapha Diakhaté est là parce que lui, il est plus diplomate. Et on a de meilleurs rapports pour avoir combattu ensemble, monté ensemble la paire, que ceux qui sont venus, qui avaient fait un exil diplomatique pendant les années dures,
et qui sont revenus pour prendre les premiers rôles après la victoire de Macky. Ce que je dis dans le livre, les derniers sont les premiers sont les derniers. Donc, on mobilise Moustapha Diakhaté. Après le Conseil des ministres, on me fait venir au palais pour soi-disant déjeuner. Je dis non. Il faut voir parce qu'il y en a on envoie d'autres qui racontent n'importe quoi. Des dames de compagnie qui racontent n'importe quoi, ou des messieurs de compagnie qui racontent n'importe quoi. Moustapha Diakhaté, lui, était présent. Et quand on l'a interrogé sur RFM Matin, il a donné sa version des faits. Il n'a pas nié qu'on l'avait appelé pour recoller les morceaux et éviter mon départ. Et là, on n'était pas encore sur l'affaire Total, on était sur l'affaire Petro-Timis. Et quand je refuse de déjeuner et que je m'apprête, je dis la comédie a assez duré, je vais de ce pas à mon bureau signer ma lettre de démission et la faire déposer, qui a été signée d'ailleurs, la faire déposer au secrétaire général du gouvernement. On m'appelle, quand je sortais du palais, on m'appelle pour me dire on va signer l'affaire Total le 2. Je dis bon, c'est un bonus. Si vous refusez Petro-Tim et vous refusez Total, ça fait un bonus, c'est tout. C'est pourquoi l'affaire Total s'est immiscée pour éviter de dire que le départ du ministre de l'Énergie est lié à un dossier dans lequel il y a le nom du frère du président de la République, dans lequel le nom du président de la République revient souvent, dans lequel des rapports d'IGE ont disparu, etc., etc., à la veille des législatives. Pourquoi ils ont fait venir l'affaire Total, qui est un autre scandale. Et quand j'entends des Sénégalais dire ouais, il y a des gens qui sont derrière eux, parce que eux, dans leur tête, ils ne s'imaginent pas qu'être Sénégalais et être capable de dire que ça, ce n'est pas bon pour notre République et qu'on ne le fait pas, que ce n'est pas Sénégalais. Et qu'il faut forcément des puissances étrangères ou des intérêts étrangers ou des mers étrangères derrière nous. Ceux qui ont dit par parenthèse que j'ai refusé, que j'étais de connivence avec BP, qui a refusé de signer le contrat Timis-BP? Qui? Moi. Et vous verrez tout à l'heure qui l'a signé. C'est Boun-Dionne qui l'a signé quand je suis parti. Il y avait 350 millions de dollars, c'est-à-dire 200 milliards de francs CFA payables 5 jours après la signature. Si j'avais signé le 24 avril ou le 20 avril quand j'avais reçu, 5 jours après, il y a 200 milliards de francs CFA qui tombent. On dit que je suis allé à Houston négocier. Houston, il n'y avait rien. Ici, il y a 200 milliards que je signe. Si je voulais prendre l'argent, je suis assez fou pour laisser passer ça.